J'ai jamais vécu le stress de l'entrepreneuriat comme un vrai stress. C'est intéressant, c'est comme l'échec, le stress. Les vignerons m'expliquaient leur métier. Le meilleur vin, c'est celui qu'on stresse le plus. Et si on le vit bien, c'est génial, quoi. Ce stress aujourd'hui, il me manque. Ouais, c'est un stress positif, quoi. C'est l'inverse de l'ennui. Il y a un point commun chez les entrepreneurs, c'est qu'on aime plutôt la complexité. Pas forcément la difficulté, mais la complexité. En fait, trouver vraiment des solutions qui ressemblent pas à des choses qui ont déjà été faites. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a plu. C'est comme une balle de match. On est tout proche de gagner, mais on peut perdre. Faut pas oublier ça. Il faut essayer de garder la tête froide, mais il faut se dire, finalement, ça pourrait ne pas se faire. En même temps qu'on raconte, c'est hyper important de voir les réactions et de prendre les feedbacks, qui peuvent être rien, un rire, au contraire une larme. Quand je dis ça aux entrepreneurs, ils me disent « Ah, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ce que veut le client ?» Mais pas du tout. C'est pas parce que vous écoutez un client que vous lui servez le plat qu'il veut. Bienvenue dans Wind, le podcast où l'on comprend les dessous et la motivation des entrepreneurs, les convictions et la petite lumière qui fait que certains déplacent des montagnes. Alors chez Wind, les entrepreneurs financent des entrepreneurs, c'est notre boulot tous les jours. Et dans ce podcast, nous donnons la parole à cette communauté pour partager ce que l'on apprend vraiment en chemin. Des instants parfois invisibles où tout peut basculer, une décision à prendre, un risque à accepter, une direction choisie sans garantie. Pas des récits parfaits, mais des trajectoires vraiment vécues. Je suis Thierry Vandeval, entrepreneur récidiviste et fondateur de Wind. Et aujourd'hui, nous recevons Christophe Servazel, entrepreneur multi-récidiviste. Christophe est l'un de nos investisseurs chez Wind et nous avons également travaillé ensemble sur Atelier Cologne, maison de parfum que tu as cofondée avec Sylvie Ganter et qui a été vendue à L'Oréal il y a quelques années. Avant Atelier Cologne et ce beau succès, tu étais déjà entrepreneur, tu avais créé Selective Beauty, une entreprise qui avait atteint 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 ans, quand même beau succès, avant de connaître des difficultés au moment de la revente, tu nous en parleras un petit peu plus. Un moment de bascule qui aurait pu tout arrêter, mais qui au contraire a forgé tout ce qui allait suivre. Aujourd'hui, Christophe est un investisseur à impact et accompagne des marques engagées. Sa conviction profonde, un entrepreneur doit savoir s'affranchir des normes, douter constamment, tout en restant fidèle à sa vision intérieure. J'ai bon ? C'est pas mal. Et donc, c'est cette tension entre écoute du monde et préservation de la conviction que nous allons explorer aujourd'hui. Christophe, bienvenue. Merci Thierry. Écoute, je suis très content d'être là. Tout ce que tu viens de dire est plutôt très juste, donc allons-y. Écoute, super. On va passer 3 quarts d'heure ensemble pour essayer de comprendre vraiment les motivations, les convictions, ce qui fait qu'on se lève le matin, pas toujours facile, mais qu'on se lève quand même le matin pour aller créer. Il y aurait plein de façons d'avoir une vie beaucoup plus simple, en fait. Pourquoi ? Tu fais des brillantes études, école de commerce, grande école de commerce, chemin classique, tu vas travailler chez L'Oréal et LVMH. Puis à 26 ans, tu quittes tout ça pour aller créer une boîte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est une super question. D'abord, je crois pas, tu as dit, tu as parlé de simplicité ou peut-être tu as utilisé le terme classique. Je crois qu'en fait, il y a un point commun chez les entrepreneurs, c'est qu'on aime plutôt la complexité. Pas forcément la difficulté, même si on sait qu'il y en a et ça permet de relever des challenges et de se dépasser, mais la complexité. En fait, trouver vraiment des solutions créatives, atypiques, qui ressemblent pas à des choses qui ont déjà été faites, je crois que c'est ça, en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a plu. Et c'est vrai qu'après, alors je suis pas resté très longtemps dans ces grands groupes qui m'ont beaucoup appris, LVMH et L'Oréal, après effectivement des études à l'ESCP, ça a duré 5-6 ans, mais j'ai senti, oui, que suite aussi à l'expérience que j'ai pu avoir avec mon grand-père qui était entrepreneur, mon père était psychologue, donc voilà, j'ai toujours eu ça quelque part dans mon esprit qu'un jour, peut-être, je pourrais, comme lui, créer ma propre entreprise. Et c'est vrai qu'après 5-6 ans, j'ai pu voir que tout ce qui est création de valeur, en fait, c'est la création de valeur qui m'a stressé dans les grands groupes. Parfois, on crée beaucoup de valeur, et puis finalement, quand on est salarié, on peut avoir 5, 10, 15, allez, rêvons, 30% de son salaire en variable, alors qu'on crée une valeur dingue. Mais c'est vrai qu'on est sur un paquebot, on est dans un écosystème où c'est pas toujours simple de savoir combien finalement de fonds on a investi, quel est le retour. Mais oui, j'ai été assez déçu parfois parce que j'avais eu plutôt des bons résultats, finalement de pas capter
une partie assez importante de la valeur. Je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Et puis ça a été aussi une rencontre. Voilà. Oui. Donc je sais pas, tu voulais peut-être me poser la question. Le déclic, ça a été une rencontre, un collaborateur de chez LVMH où on s'est dit, allez, on y va, on s'en va et on crée notre truc. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. vraiment Une rencontre. Il faut quelque chose pour passer le pas, parce que c'est quand même pas facile de passer le pas quand on est dans un confort. Donc c'est une rencontre. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu fais ta lettre de démission? Pas de doute, aucun doute là-dessus. Une rencontre et quand même aussi une analyse du secteur dans lequel j'étais, secteur de la beauté, où je trouvais que des très belles marques, dont certains marchés étaient très mal représentés, avec une distribution gérée par des prestataires de services, pas par des filiales. Et donc, on s'était dit avec mon associé, on va en Europe créer une structure de distribution professionnelle. Distribution pas au sens retail, mais au sens, on va dire, gestion du marketing opérationnel, des ventes, etc. Pour des grandes marques, Hermès, Elisabeth Arden, Lolita Olympica, Lanvin, etc. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, on a identifié un espace, un vide dans un marché. Voilà. Et donc, en effet, c'est à ce moment que tu crées donc Selective Beauty. Mm-hmm. Passe de 0 à 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 ans. C'est vrai. C'est quand même pas mal. C'est vrai. Et en même temps, tu as plein de choses à nous dire là-dessus, parce que ça, in fine, ça implose à l'exit, avec des divergences stratégiques. Donc, tu vis ce qu'on dit, nous, souvent à nos entrepreneurs, d'ailleurs, que la vie d'un entrepreneur, c'est un roller coaster. Il y a des succès, des échecs, ça monte très haut, ça peut descendre très bas. Raconte un peu l'aventure Selective Beauty. Ouais, elle a été géniale, parce qu'on démarre, on récupère des contrats de distribution, donc on génère très vite du chiffre d'affaires. C'est des contrats qui durent 3-5 ans, donc ça donne une certaine pérennité. Puis à un moment donné, finalement, certaines de ces marques nous disent « mais est-ce que vous ne voudriez pas aussi gérer la création et la fabrication ?» Donc tout d'un coup, on crée un mini L'Oréal. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on a créé un mini L'Oréal qui fait effectivement 150 millions. La 6e, la 7e année, on se rapproche de 200 millions. Il y a quand même un succès dans cet échec, c'est qu'au bout de 6 ans, on fait sortir le premier fonds d'investissement qui croit en nous. Lui, il a gagné de l'argent. Ah, super multiple, voilà. Nous, les fondateurs, un petit peu. Pas assez. Mais c'est sûr pas assez pour s'arrêter de bosser. Et aussi, on vend peu parce qu'on se dit, on va faire 500 millions, 1 milliard, quoi, etc. Et puis finalement, au bout de 2 ans après le premier exit, ça se passe pas bien avec le deuxième fonds d'investissement. On prend sûrement des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. On a ce qu'on appelle une crise de croissance avec des erreurs de part et d'autre. Et c'est là que ça fait mal, c'est clair. Parce que finalement, je revends mes parts pour €1 symbolique. C'est là qu'on voit qu'une boîte, c'est fragile quand même. Hein. Même à 180 millions d'euros, on pourrait se dire, on y est arrivé, quoi. Oui, en fait, non. Ouais, ça, c'est ce que je dis aujourd'hui à tous les entrepreneurs que je rencontre. Je leur dis, mis à part des grands groupes multinationaux et encore, qui sont peut-être, quoi qu'il arrive, à l'abri... à l'abri du danger, même une PME qui peut faire plusieurs centaines de millions d'euros va rester finalement une sorte de voilier dans un océan par opposition au paquebot dont je parlais tout à l'heure, qui sont les grands groupes cotés. Voilà. Donc ouais, ça m'a appris à avoir une très grande vigilance, sûrement gagner aussi en humilité et en réalisme. Voilà, ce qui m'a permis dans ma deuxième expérience Atelier Colonne de faire les choses de manière... tout aussi ambitieuse, mais avec à chaque fois plus de réalisme et donc d'arriver à une vraie session réussie au bout de 8 ans. Voilà. Je voulais, avant de parler de Atelier Colonne, je voulais revenir sur cette notion un peu, finalement, si tu gagnes €1 à la fin, c'est un échec. En français, c'est un échec. Mais tu me disais tout à l'heure, quand on parlait un petit peu avant de préparer la mission, tu me dis, mais en fait, en français, on dit échec, en anglais, on dirait challenge. Et c'est hyper intéressant la différence, parce que si vraiment c'était un échec, à la limite, tu n'aurais pas recréé une deuxième boîte. Tu aurais dit, du coup, alors c'est pas fait pour moi, l'entrepreneuriat, ça marche pas, je ne vais pas faire autre chose. Et c'est pas comme ça que tu l'as vécu. C'est exactement comme en tennis, j'adore le tennis, la notion de défaite, échec, défaite. En fait, on se rend compte en tennis que là où on apprend le plus, c'est dans une défaite. Parce qu'on se refait le match, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai raté, et ensuite on revient à l'entraînement et on retravaille les points sur lesquels on a raté. On a raté un coup, on a raté physiquement, on a raté mentalement. Et c'est pareil pour une entreprise. Donc j'ai pendant 2 ans, ça a duré longtemps, j'ai ressassé mon échec et je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Et ça m'a énormément appris et ça a été déterminant de mon point de vue
dans la réussite d'Atelier Colonne par la suite. Donc ça a pu être les levées de fonds et tout ce qui va avec la gestion de trésorerie, mais aussi la gestion des stocks, très importante quand on a des stocks. Voilà. La notion de marque propre par opposition à une licence, le retail, que j'avais pas du tout fait chez Selective Beauty alors que j'en avais envie, mais bon, je me disais le retail c'est pas important, et en fait chez Atelier Colonne on l'a fait assez vite. Tellement de choses. Donc finalement, si je résume, en à peu près 20 ans d'entrepreneuriat, là où j'ai le plus appris, c'est dans cet échec. Voilà. Et juste après l'échec, tu fais quoi? Du coup, tu reviens dans un grand groupe, tu fais du conseil, ou tu te relances tout de suite? Je me suis relancé tout de suite. Voilà. Je me suis relancé tout de suite parce que là aussi, j'ai rencontré Sylvie. Alors parle-nous justement, donc voilà. Deuxième aventure qui est Atelier Cologne, voilà. Qui est une aventure que je connais bien par ailleurs parce que j'y ai participé, on a travaillé ensemble beaucoup sur cette période, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, tu vas nous parler d'Atelier Cologne. C'est né un peu d'une intuition avec ta cofondatrice qui est devenue ta femme, créer une maison de Cologne qui dure. Un parfum frais, élégant, qui marque dans le paysage français. Et il a marqué plus que dans le paysage français, d'ailleurs. Il a marqué dans le paysage mondial, donc c'était quand même plutôt pas mal. Raconte la genèse. Oui, tout à fait. Donc c'est une deuxième rencontre, puisque j'avais créé Selective Beauty avec un associé. Là, c'est une deuxième rencontre, à la fois très personnelle, puisque Sylvie est devenue mon épouse. Alors aujourd'hui, c'est mon ex-femme, mais voilà, on a eu vraiment une période super avec Atelier Cologne. Et on décide de lancer cette marque déjà aux États-Unis et pas en France. On continue avec le marché français, en fait européen, et ensuite c'est là qu'on s'est rencontrés, Thierry, et qu'on a travaillé sur le marché asiatique. Voilà. Et c'est vrai que cette expérience internationale, elle a été dingue. C'est ce que je recommande à beaucoup d'entrepreneurs français. On ne se rend pas compte souvent combien la France, en tout cas dans mon domaine, on va dire de l'art de vivre, la beauté, le luxe, est respecté dans le monde entier. Et c'est vrai que ça a été fondamental de partir tout de suite à l'étranger avec notre mallette bleue, vendre nos colognes sur lesquelles on avait travaillé plein de choses innovantes, la tenue, la personnalisation, la qualité des matières premières. Voilà, il y avait plein de choses intéressantes qu'on avait à raconter. Et donc, on est allé raconter notre belle histoire un peu dans le monde entier. Alors, tu as beaucoup raconté, et puis là, je le sais parce que on se connaît, et puis tu m'en as reparlé tout à l'heure, il y a la notion d'écoute client. C'est quelque chose sur lequel je veux revenir parce que à titre personnel, quand je vois beaucoup, moi je côtoie toute la journée des entrepreneurs qu'on finance, et par rapport aux anglo-saxons, on a quand même un truc en tant que Français, on a plein de choses où on est bien meilleur, il y a plein de choses qu'on sait bien faire, mais il y a un truc qu'on sait un petit peu moins bien faire, peut-être c'est justement écouter, comprendre les signaux faibles, etc. Et ça, tu as un peu une théorie là-dessus, sur... tu as raconté ton histoire, mais en fait, tu n'as pas fait que raconter, tu as quand même beaucoup écouté. C'est ça, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on raconte, c'est hyper important de voir les réactions et de prendre les feedbacks, qui peuvent être rien, qui peuvent être un rire, au contraire une larme, ou voilà, à un moment donné, ou un client qui dit rien. Et ça permet d'avoir un vrai feedback sur ses produits. Et ensuite, ça permet de réfléchir à, tiens, j'ai imaginé ça, j'ai fait ça, mon produit aujourd'hui a telle caractéristique. Finalement, quelle est la suite? Et je trouve qu'écouter ses clients pour concevoir la suite, ce qu'on a fait, on l'a fait. Voilà, c'est là. Je trouve que refaire ce qu'on a fait, c'est-à-dire repackager un produit, c'est pas une très bonne idée. Par contre, intégrer des commentaires clients pour concevoir la suite du livre, la suite de l'histoire, ça, je trouve ça fondamental. Et oui, je considère que les Américains, que ce soit avec une marque comme Apple, Nike ou Starbucks, quand on lit voilà, tous les bouquins qui sont sortis sur ces marques, c'est que ça. On écoute, on écoute, on écoute. Ça ne veut pas dire... Parce que souvent, quand on dit aux Français, je le vois, quand je dis ça aux entrepreneurs français, parfois, pas tout le temps, ils me disent « Ah, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ce que veut le client ?» Je dis « Mais pas du tout. C'est pas parce que vous écoutez un client que vous lui servez le plat qu'il veut. » Oui, parce qu'il ne faut pas perdre son identité non plus. Bien évidemment. Il ne faut pas aller dévier tout le temps, à moindre réaction, changer de stratégie. Donc, ce n'est pas évident, ça. Voilà. Mais c'est bizarre. Et d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve ça à l'école, parce que j'ai encore une fille qui est au collège. On retrouve ça à l'école. C'est comme si, dans le système scolaire français, quand on écoute, on perd sa conviction. Pas du tout. Voilà. Il faut savoir faire les deux. Il faut savoir écouter, garder ses convictions, mais peut-être savoir changer quelques éléments du mix produit, quelques éléments de sa communication, un peu de design de ses boutiques, la manière dont on accueille les clients.
on peut considérer que c'est des détails, mais comme dans mon domaine, le luxe, le détail finalement est souvent l'essentiel, c'est essentiel d'être à l'écoute. Ouais. Et d'un point de vue multiculturel. On ne va pas du tout avoir les mêmes feedbacks en Chine, au Moyen-Orient, qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Et il faut tout écouter pour essayer de construire petit à petit une marque globale, parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même, en tout cas, ça a été mon ambition, et c'est l'ambition de beaucoup d'entrepreneurs que de construire une marque qui rayonne à l'international. Et alors justement, Atelier Cologne, ça connaît un succès à beaucoup d'endroits dans le monde, ce qui est quand même rare. Ça connaît un succès notamment en Chine et en Asie de façon générale et aux États-Unis, ce qui quand même est déjà un gros succès. Un peu plus relatif en Europe, même si ça a marché aussi. Qu'est-ce qui a permis de décoller comme ça sur des marchés aussi différents, des marchés aussi durs ? Est-ce que c'est, comme tu me dis, 80% du succès d'un entrepreneur, c'est sa capacité à convaincre, à être commerçant aussi ? Est-ce que c'est ça ? Mais 80% c'est peut-être beaucoup parce qu'il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait que tu décolles dans des marchés aussi différents et aussi rapidement et avec pas beaucoup d'argent, t'en fais une marque mondiale ? C'est assez difficile de répondre à cette question, et effectivement, mettre des pourcentages, c'est le plus compliqué. Moi, je suis quand même assez consensuel, même pour un entrepreneur. Je partirais sur un 50-50. 50%, c'est la partie créative. Le nom, le produit, la qualité des matières, la nationalité, made in France. Voilà. Il est indéniable que la qualité de ce qu'on a créé a séduit le monde entier. Mais je mettrais aussi 50% sur la capacité à comprendre comment on va faire vivre une expérience client à l'international sur une marque qui va être plus ou moins la même partout, mais dans des cultures qui sont différentes partout. Donc le personnel qu'on va recruter, la manière dont ils vont accueillir les clients, les attentions, le suivi derrière, la communication, tout ça, ça peut être quand même assez différent d'un pays à l'autre, et c'est là où il faut, je dirais, effectivement, pouvoir imposer sa conviction en s'adaptant aux cultures, aux différentes cultures. Voilà. Et je le vois à nouveau, je prendrai plutôt l'exemple de marques américaines là-dessus. Je pense que quand on rentre dans un Apple Store à Paris, on est dans un Apple Store, mais on est à Paris. Voilà. Même chose quand on est dans un Apple Store en Chine, on est dans un Apple Store en Chine. Donc c'est l'alliance de la marque et en même temps de l'écoute de la culture locale pour, je dirais, savoir parler la langue, tout simplement. Et la langue, c'est pas uniquement les mots, hein, c'est plein de choses. Voilà. Alors on va changer un tout petit peu de sujet, on va parler un peu levée de fonds. Parce que c'est un sujet qui intéresse, je pense, les personnes qui nous écoutent, qui seront beaucoup d'entrepreneurs, et qui veulent lever des fonds, parce que gérer une marque comme ça, créer une marque comme ça nécessite de l'argent. Il y a du BFR, comme on en a parlé, du stock, etc. Ça nécessite de l'argent. La question, c'est combien d'argent déjà ? Est-ce que c'est progressif ? Est-ce qu'il faut lever beaucoup ? Pas beaucoup. Je crois que tu n'as pas levé beaucoup d'argent. Toi, ça a été relativement progressif. Particularité, tu as levé surtout avec des business angels et pas des fonds de VC classiques qui sont arrivés, mais plutôt sur le tard. Tu peux expliquer un peu comment ça s'est fait, pourquoi, avec qui, qu'est-ce que ça a apporté en fait d'avoir toute cette communauté d'angel entrepreneurs quelque part qui était à tes côtés. Alors c'est vrai que pour Selective Beauty, c'était plutôt des fonds de VC classiques, et j'ai eu une très bonne expérience et une très mauvaise. Et donc ça m'a pas mal refroidi. J'ai trouvé que finalement, par rapport à la vie de certains VC, il y a certains qui sont très gros, qui ont leurs propres contraintes, on pouvait se retrouver à un moment donné sur un désalignement, parfois très surprenant, et qui est fatal pour l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur n'a qu'une boîte, le VC peut avoir 10, 50, 100 participations. Donc je trouve qu'il y a un vrai déséquilibre qui peut se créer. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne source de financement, j'y ferai peut-être appel dans le futur, hein. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un plus risqué, même si ça prend moins de temps, mais c'est plus risqué que d'aller voir beaucoup de business angels, ce qu'on a fait avec Atelier Cologne, puisqu'on avait 50 business angels, qui permettent de lever de manière plus progressive avec des particuliers et avec qui on peut avoir un échange peut-être plus équivalent à ce qu'on a dans une entreprise familiale. Hein, finalement, on crée une grande famille, voilà, qui va au-delà de la famille, on va dire, originelle. Hein.
Et j'ai trouvé ça super intéressant, puisqu'en fait, on a commencé avec, tu faisais partie des premiers, 5-6 business angels qui ont remis au deuxième tour, on a fait rentrer des nouveaux. Donc à chaque tour, on avait des anciens qui remettaient, des nouveaux qui arrivaient. Ça a créé une grande confiance, beaucoup de communication en fonction des sujets. On faisait appel à tel ou tel business angel, et jusqu'au bout, jusqu'à la session, on a des business angels qui se sont impliqués dans la vie de l'entreprise. Je dis bien jusqu'à la session, alors je ne peux pas trahir de secret, mais jusqu'à la session à L'Oréal, on a eu de l'aide de notre famille, et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de lever des fonds. C'est important d'avoir du smart money. Nous, chez Win, on essaye aussi d'avoir, c'est essentiellement des entrepreneurs qui sont souscripteurs. Alors nous, on est un peu un passe-plat au milieu, pour finalement mettre en relation ces entrepreneurs indirectement avec nos boîtes, et qui bénéficient d'une expertise qui est énorme en fait. Oui, moi je suis ravi d'avoir investi dans Wind et d'essayer de vous aider quand je peux, dans les domaines que je connais, à prendre des bonnes décisions. Ouais. Et alors on arrive à l'exit. Bon, la boîte se développe bien, se développe très bien, peut-être tu pourras en dire un mot, mais ma question là, elle est plus spécifiquement sur l'exit. À quel moment tu te dis, ou vous dites avec Sylvie, à ce moment-là, fondateur, bon, on va vendre. Ce qui est une décision difficile parce que finalement, c'est ton bébé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, faut vendre, et puis du coup, on initie un process, et puis que ça finit par une vente, et que du coup, c'est plus ta boîte? Alors déjà, ça faisait 4 ans que certains business angels avaient investi. Ça reste assez court, mais en même temps, quand on fait rentrer des investisseurs, c'est aussi pour les faire sortir, ça c'est logique. Ensuite, on a été approché par plusieurs grands groupes industriels de notre domaine. Nous, on sentait qu'on avait quand même fait beaucoup déjà pour le développement de la marque à l'international, parce qu'on était sur un chiffre d'affaires prix consommateur aux alentours de 50 millions d'euros, donc c'était pas mal. Et puis tout s'est aligné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en tout cas dans mon cas, par rapport aussi à ma première expérience, c'est sûr, j'ai senti qu'il fallait le faire. Ouais. Voilà. C'est quand même une activité où il y a beaucoup de BFR, donc à moins de faire un énorme profit, c'est quand même compliqué dans une société qui a 6-7 ans d'existence. Alors tu n'as jamais perdu d'argent. Oui, mais on a toujours été profitable. De là à arriver au niveau de profit d'un LVMH ou dans L'Oréal, non. Un EBITDA à 2 chiffres et où le premier chiffre est un 2 et pas un 1, non, on n'a jamais fait ça. Donc en fait, on n'a jamais trop de trésorerie, surtout quand on va à l'international, on immobilise du stock sur plusieurs continents. Donc on n'a jamais vraiment de trésorerie. Donc c'est quand même un stress quand tu dis, tous les matins c'est difficile. Ouais, tous les matins on se lève et on se dit, bon, il faut quand même que je ramène du cash à la banque. Donc finalement, quand on ajoute, je dirais, tous les éléments à ce moment-là, donc 2016, on se dit, oui, on va écouter le marché. Et donc là, oui, on décide avec le conseil d'administration de mandater une banque d'affaires. Et là, ça s'est emballé, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu une sorte de vente aux enchères. Donc, quand on a cette chance-là, parce que je pense qu'on a eu aussi de la chance, c'était un bon moment, où on a eu une grosse partie du top 10 des leaders de la beauté qui se sont fait la guerre pour nous racheter. Là aussi, il faut être humble et dire, ça a été super. On aurait peut-être bien continué encore 3-5 ans en étant indépendant. Mais il faut savoir aussi être, je pense, raisonnable. Et donc, on a cédé. Et en l'occurrence, tous n'avaient pas le même avis, mais L'Oréal a voulu une acquisition à 100% parce que ce sont leurs statuts, etc. Et voilà, et donc on a choisi le groupe L'Oréal pour plein de raisons. Lavalo, mais pas uniquement, à ce moment-là. Et donc, on a cédé 100%. En continuant derrière, on a quand même continué pendant plus de 3 ans à accompagner la session, mais c'est sûr, c'était très différent de et alors, une vente comme ça qui intéressera un peu les personnes qui nous écoutent, même si je ne sais pas dans quelle mesure tu peux divulguer des chiffres, mais ça se structure comment, une vente comme ça? Qu'est-ce qui fait? Toi, tu aurais pensé que ça vaut combien ou comment? L'acheteur, lui, il achète en multiple de quelque chose? Il achète quoi exactement? Et potentiellement combien? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça a confirmé une notion que j'avais depuis longtemps, à savoir que le prix d'un bien, que ce soit une entreprise, un appartement ou une vieille raquette de tennis qui a appartenu à John McEnroe, le prix d'un bien
c'est ce qu'un acheteur est prêt à payer. Bon, alors sur un appartement, c'est un peu plus clair. Oui, mais même, quand même. C'est-à-dire que ça dépend si on a besoin de le vendre vite ou pas. Ça dépend si l'acheteur, pareil, est pressé ou pas. Et ça dépend de combien il y a d'acheteurs. Voilà. Donc en l'occurrence, on a eu beaucoup d'acheteurs, donc il y a eu une vente aux enchères, donc les prix ont été plus élevés finalement que le prix initial que nous, on pouvait avoir en tête, je dirais, quand on a lancé le processus. Mais là aussi, je reprendrai la métaphore du tennis, c'est comme une balle de match. Tous les joueurs de tennis savent qu'une balle de match, c'est très compliqué. D'ailleurs, on peut en avoir beaucoup et finalement perdre le match. Il y a une concentration de tension au moment d'un exit avec ce qu'on connaît, les due diligence, donc voilà, des études poussées de tous les domaines de l'entreprise qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent détourner le chef d'entreprise de sa mission, qui est quand même de bien gérer et développer l'entreprise. Oui, c'est très compliqué. Voilà, donc je peux donner pas mal de conseils, mais le premier, c'est en tout cas la meilleure comparaison. Roland-Garros arrive dans quelques mois, puis le tennis est très retransmis à la télé, il faut regarder les matchs. C'est comme une balle de match. Voilà, on est tout proche de gagner, mais on peut perdre. Donc, faut pas oublier ça. Donc, faut essayer de garder la tête froide et se dire que, a priori, même quand les choses se passent bien, on va vers une session. Mais il faut se dire, finalement, ça pourrait ne pas se faire. Qu'est-ce qui se passe si ça se fait pas ? Comment je continue et garder à l'esprit que, voilà, comme quand on vend un appartement, finalement, si on n'a pas l'offre qu'on veut, il faut prévoir la suite sans vendre. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Oui, et puis, est-ce que je me trompe si je dis que tu as vendu à un moment où tout allait bien ? Oui. Ce qui souvent n'est pas naturel. Alors, c'était peut-être lié à ta première expérience. Totalement. Moi, je le vois souvent, les entrepreneurs, quand tout va bien et qu'ils ont des offres qui peuvent paraître jolies, mais pas si jolies, parce qu'on se dit comme ça va bien, je vais faire x3 l'année prochaine. Donc, en fait, et puis ils ne vendent pas, ce qui parfois est bien, mais parfois n'est pas une bonne décision. Et souvent, l'erreur est de vendre au moment où on se dit j'en ai un peu marre, je suis fatigué, je vois le marché qui commence à se fermer, et c'est là qu'on veut vendre. Et en vrai, là, ça ne marche plus. Est-ce que je me trompe ? Pas du tout. Je pense que c'est très juste. Si on retient une chose sur le sujet de l'exit, c'est plutôt de vendre ou de faire des levées de fonds, parce que ça peut être des levées de fonds au moment où les choses vont bien, au moment où on a des bonnes nouvelles à donner, au moment où on se sent à l'aise aussi de réaliser le business plan des mois ou de l'année en cours. C'est ce qui s'est passé pour nous, effectivement. Et oui, ça a été un énorme learning par rapport à ma première expérience, puisqu'au moment où je faisais 180 millions, de manière très honnête, je me disais on peut en faire 500. Voilà. Et je pense que c'était quand même possible, mais probablement pas avec le financement que j'avais. Donc je m'étais trompé avec mon associé de l'époque et avec tous les conseils qu'on avait autour. Donc ça a été une erreur collective, même si je prends ma part de responsabilité, sur le rapport entre l'investissement nécessaire pour continuer à faire croître une entreprise. Et donc j'avais aussi sur Atelier Colonne ce doute en me disant on va faire à peu près 50 millions l'année où on a vendu, prix consommateur. On devrait pouvoir faire 70 ou 75 l'année d'après, mais je ne suis pas forcément sûr, parce que ça va demander des ressources qu'un acquéreur comme L'Oréal a, c'est-à-dire des filiales dans le monde entier, et que je n'aurai peut-être pas, et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est peut-être aussi une question juste de prise de temps. Ça prend du temps de construire des filiales à l'étranger. On l'a fait ensemble en Chine, et on était peut-être en train de vouloir le faire au Moyen-Orient ou au Brésil, mais peut-être qu'on n'aurait pas réussi ces ouvertures de filiales, indépendamment des moyens financiers. Ah ouais, ouverture d'une filiale, je l'ai vécu, on l'a vécu ensemble, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde, tout le temps, il faut aussi le timing. C'est vraiment, tu rajoutes de l'entrepreneuriat à l'entrepreneuriat. Donc c'est pas si facile. Il se passe quoi après la vente ? Alors déjà, le jour de la vente, t'es content, t'es pas content, c'est ambivalent. Et puis post-vente, ta vie change. Alors ta vie change déjà parce que ton compte bancaire est plus le même. Je sais pas si ça change beaucoup de choses dans ta vie au day-to-day, mais ton job n'est plus le même surtout. Alors surtout avec un L'Oréal, dont tu vas peut-être en parler, mais qui est une organisation relativement industrielle, donc qui ne dit pas « je reste Atelier Colonne, on laisse Atelier Colonne tel quel, tu restes à la tête et puis c'est une filiale et tu vis ta vie », mais qui a une vision industrielle des choses. Donc tu te retrouves un rouage dans un système. Oui, il y a tout qui change. Absolument tout.
Aujourd'hui, j'ai à nouveau, alors je sais que c'est une question pour la fin, mais c'est la réponse qui vient. Aujourd'hui, j'ai à nouveau envie d'entreprendre. Voilà. Donc ça fait 10 ans que j'ai vendu. J'ai décidé d'être business angel dès je crois que j'ai investi dans une entreprise une semaine après avoir vendu. Non, mais vraiment en me disant, voilà, moi j'ai eu la chance de développer 2 entreprises et de vendre très bien la deuxième. Et il y a des business angels qui m'ont aidé énormément. Voilà, à moi d'aider de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, business angel. Donc je l'ai fait tout de suite et j'ai fait plus de 30 investissements voilà, depuis 10 ans. Je suis très content. Des succès, des échecs. Mais 10 ans après, j'ai envie d'entreprendre. Donc pour répondre à ta question, ouais, tout change et on perd cette notion d'entrepreneuriat. Puisqu'on devient effectivement salarié, que ce soit salarié ou consultant, c'est pareil, on devient en tout cas membre d'une très grande organisation. Donc même si on a accès quand même au comité de direction assez souvent, ça change complètement la vie. C'est intéressant, mais c'est très très loin de ce que j'aime faire, qui est l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que j'ai envie de redémarrer. Tu gagnes quand même qu'il n'y a plus de stress. Oui, mais moi, j'ai jamais vécu le stress de l'entrepreneuriat comme un vrai stress. Ça, c'est intéressant, c'est comme l'échec, le stress. J'ai adoré, une fois, j'étais allé dans le vignoble de Saint-Émilion voir des vignerons m'expliquer leur métier et qui me disaient, le meilleur vin, c'est celui qu'on stresse le plus. Je dis, ah bon, oui, c'est celui dont les racines des pieds de vigne doivent aller hyper profond pour aller chercher l'eau, et c'est là qu'on se rend compte que les raisins sont les meilleurs, etc. Donc moi, je trouve que le stress de l'entrepreneuriat, si on le vit bien, c'est génial, quoi. Voilà. Donc ce stress, aujourd'hui, il me manque. Ouais, c'est le stress positif, quoi. Ouais, voilà. C'est l'inverse de l'ennui. Exactement, c'est ça. Alors bien sûr, on a le stress du cash, le stress de la trésorerie. Donc ça, c'est un stress effectivement qui est peu plaisant, mais qui est inhérent, je pense, dans une première partie de sa vie. Ben voilà, on a mis un peu d'économie de côté, mais moi j'avais tout mis dans l'atelier Cologne, donc j'avais pas jamais de sous, ni sur le compte en banque de la société, ni sur mon compte en banque perso. Donc ça, oui, c'est sûr que c'est un stress que j'ai pas forcément envie de revivre, mais le stress, on va dire, on n'y pense pas non plus tous les jours. Le stress quotidien qui est de en permanence devoir faire avancer le voilier, qui est du vent ou pas. Ça, c'est une autre métaphore pour Wind, je trouve, adaptée. Ça, c'est un stress que j'adore. Voilà. Parce qu'en fait, ça revient à la raison pour laquelle j'ai entrepris, qui est que on sait quand on a créé de la valeur. Dans une petite boîte, on le sait. Dans un grand groupe, c'est plus compliqué. Voilà. Donc moi, j'aime bien être sur plutôt un voilier et savoir que chaque acte ou chaque action que je fais chaque jour va aider l'entreprise à se développer. Voilà. C'est ça qui me plaît. Ouais, merci Christophe, c'est beaucoup de feedback, hyper intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent, hyper intéressant pour moi, même si je connais déjà une partie de l'histoire, mais très intéressant. Si c'est un peu le mot de la fin, je vais te laisser conclure là-dessus. Si tu dois donner quelques conseils à des entrepreneurs, tout type d'entrepreneur, en fait, qu'on entreprenne à 40 ans ou à 25, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque, dans ta première boîte, ou peut-être même ta deuxième, mais plutôt la première, et qu'on t'a pas dit, en fait. Alors, modulo tout ce que tu viens de dire depuis une demi-heure, mais qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu en rejoindrais? Est-ce que tu motiverais des gens à aller entreprendre? Alors, il y a 2 choses. La première, je l'ai faite, et on me l'a pas dite, mais j'aimerais la dire, c'est entreprenez à plusieurs. 2 déjà, c'est très bien, voilà. Mais je n'ai quasi investi que dans des startups où ce sont des duos ou des trios. Voilà. Et là, si je recrée une entreprise, voilà, avec ma nouvelle compagne, on est en train de discuter de ça. Je me sens très à l'aise de recréer une 3e entreprise avec elle parce qu'on se complète, parce que je sais que les coups durs vont être plus faciles à gérer, que les moments de succès vont être plus sympas à célébrer. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Moi, je trouve ça hyper dur d'entreprendre seul. Moi, je crois que tu partages d'ailleurs, parce que tu as un super associé. Voilà. Je partage et je remarque qu'il y a vraiment tous les cas de figure, parce qu'il y a le cas de figure que tu viens d'évoquer. Et puis, si tu prends les stars de la tech, par exemple, les Musk, Zuckerberg et autres Bezos, ont été essentiellement un one-man show.
Ouais. Et alors moi je ne sais pas comment ils font parce que je trouve que c'est très difficile. Alors je sais plus dans dans The Social Network on voit qu'il a eu un associé, qu'il a eu plusieurs associés. Alors. Voilà. Donc c'est peut-être plus simple, plus compliqué que ça n'y paraît en tout cas. Moi je trouve ça. Donc ça c'est mon premier conseil. Entreprenez en duo ou en trio. Je trouve ça plus sympa, plus riche. Et je pense que la probabilité de réussir est plus élevée. Ouais. Voilà. Après, parce qu'on parle souvent des conflits entre associés et tout. Mais bien sûr, ça peut arriver, hein, comme dans toute association. Mais ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième, c'est vraiment d'axer une grande partie de son énergie sur la partie commerciale. Et pour moi, le commercial, c'est souvent un terme assez négatif en France, mais j'y reviens, c'est vraiment un terme très positif aux États-Unis. C'est en fait en permanence parler de son produit, de son entreprise, à tous les acteurs autour de nous, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Et ça, c'est super important, parce que c'est à la fois expliquer, évangéliser, expliquer ce qu'on fait, et aussi prendre le feedback. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une dimension qu'on oublie. Il y a la dimension créative, il y a la dimension financière, il peut y avoir la dimension industrielle, mais la dimension commerciale, je trouve qu'elle est souvent mal gérée. Voilà, et c'est clé. Et c'est clé. Dans les startups que je peux voir, que je rencontre, on peut mieux le faire. Et c'est pas une culture très française, la culture commerciale, commerçante, sales, vente. Enfin, on peut l'appeler de plusieurs manières. Je trouve qu'il n'y a pas un mot très, très valorisant. Et en fait, ce serait mon mot de la fin, c'est vraiment quand on vend, quand on veut commercialiser quelque chose, en fait, je trouve que il y a un art de valoriser. Moi, je parle de valorisation. Alors, c'est rigolo parce que ça rejoint la notion de valeur, valorisation, valo, quand on fait l'augmentation de capital et quand on veut vendre. Et moi, je trouve que l'aspect commercial, c'est surtout savoir valoriser ce qu'on a. On n'a pas tout, voilà, mais il faut savoir valoriser les atouts de l'entreprise et il faut le faire en permanence, que ce soit en interne ou en externe, en France ou à l'étranger, et quel que soit l'interlocuteur. Voilà. Merci Christophe. Passionnant. Merci Thierry. Extraordinaire échange. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si vous êtes entrepreneur, débutant ou récidiviste, jeune ou expérimenté, et que vous avez envie de rejoindre notre communauté chez Wind d'entrepreneurs, n'hésitez pas à nous contacter. Et en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et qu'il y en aura plein d'autres que vous pourrez écouter. À très bientôt.